Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu. Bonjour à tout le monde, bonjour à Emmanuel Issis. Nous remercions toute la délégation de la Côte d'Ivoire qui a eu l'amabilité de se présenter et de venir nous présenter les occasions de travail qu'il y aura prochainement en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que les travaux de la matinée vont être longs et complets. Je m'excuse seulement que je ne pourrai pas rester pendant toute la matinée. Je serai obligé de partir dans une demi-heure, mais quand même, il y aura aussi ici Vincenzo Ercole, qui est officiellement un représentant du ministère des Relations étrangères, qui est chargé d'affaires avec nous. Nous avons une excellente collaboration avec le ministère des Relations étrangères italiennes qui nous supporte dans nos activités dans les différents pays. Alors, dans ce moment-là, je laisse la parole à l'ambassadeur Stefano Lo Savio pour une présentation des opportunités de ce que l'Italie voit en Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde et bienvenue encore. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, un très grand merci à tous les représentants des agences publiques ivoiriennes qui se sont déplacés ici à Rome pour nous illustrer les opportunités de business et de travail en Côte d'Ivoire. Parlo italiano perché Je vais donc m'exprimer en italien à cause de ma fonction institutionnelle. Mais nous pourrons échanger à la fin de la conférence. Je tiens à remercier Monsieur le Président Gell et Monsieur le ministre Essis qui a organisé cette rencontre pour avoir sollicité l'intérêt des entreprises italiennes. Je remercie le ministre Essis de sa présence malgré ses engagements multiples. À Berlin, nous savons, en ce moment, il y a la réunion du G20 concernant le compact pour l'Afrique. Je remercie les représentants de toutes les entreprises publiques ivoiriennes qui ont bien voulu accepter notre invitation. Il s'agit d'interlocuteurs clés en matière d'infrastructures et de travaux publics. Il s'agit des entreprises déléguées à la réalisation des ouvrages publics, de l'exécution des différents marchés, et pour les contrôles après les travaux. Les interlocuteurs les mieux qualifiés pour vous fournir tous les détails nécessaires. Je remercie également les autres représentants, SACE, ICE, BAD, BCC, BNL, pour avoir accepté notre invitation pour illustrer les services nécessaires pour accompagner les entreprises italiennes en Côte d'Ivoire. Je remercie Son Excellence l'ambassadeur en Italie de la Côte d'Ivoire qui a collaboré avec moi pour l'organisation de cette réunion, ainsi que M. Ercole, le conseiller de l'ambassade. Je vais donc laisser la parole aux différents intervenants ivoiriens qui vont donner des détails. Quant à moi, je vais dessiner la situation politique et macroéconomique concernant la Côte d'Ivoire. D'abord, les relations entre l'Italie et la Côte d'Ivoire sont excellentes. Elles sont le miroir des engagements de l'Italie en Afrique. En général, dans la région de l'Afrique
occidentale. L'Afrique est une région prioritaire pour l'Italie en matière de politique étrangère, de sécurité et en ce qui concerne la percée économique et commerciale de nos entreprises. Dans cette région, l'Afrique subsaharienne est devenue ce qu'on appelle notre profondeur stratégique. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les phénomènes qui se développent en Afrique subsaharienne ont inévitablement des répercussions positives ou négatives sur l'Italie. Au point de vue géographique et politique, l'Italie est le pont entre l'Europe, l'Union européenne et l'Afrique. Par conséquent, les relations bilatérales sont multiples. Il y a des visites qui se multiplient en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil, le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères se sont déjà rendus en Côte d'Ivoire. L'Afrique occidentale est une région, une sous-région très intéressante à cause de sa vivacité économique. L'Afrique est le continent émergent des décennies à venir qui assure des marges de croissance très importantes, comme on peut le voir déjà aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il suffit de penser à la démographie en Afrique subsaharienne. En 2050, la population arrivera à 2,5 millions de personnes. C'est comme si une sorte de sous-continent indien se développait au sud du Sahara. Cela pose des opportunités qu'il faut absolument saisir. L'effet concomitant de la démographie, du développement économique en cours dans ces pays, et surtout en Côte d'Ivoire, la globalisation, l'interconnexion numérique, etc., ont conduit au développement d'une classe moyenne qui circule déjà, que l'on voit à Lagos, au Nigeria ou dans d'autres villes africaines, d'où l'exigence de satisfaire des besoins multiples en matière de biens, de services et d'infrastructures. Or, dans ce cadre, la Côte d'Ivoire occupe et joue un rôle fondamental. C'est la locomotive de la sous-région de l'Afrique occidentale, un peu comme l'Allemagne en Europe, à cause de son potentiel économique et de sa stabilité économique. Je souligne surtout cet aspect parce que après 10 ans de crise interne, eh bien, la Côte d'Ivoire aujourd'hui connaît une phase de stabilité politique. Il y a eu des élections pour consolider la démocratie, les élections politiques, municipales, régionales, un référendum constitutionnel qui se sont développés dans une situation de stabilité. En ce qui concerne l'économie, eh bien, la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe à des rythmes très élevés, 8% depuis 2015. La Côte d'Ivoire est le 4e pays au monde du point de vue de la croissance économique, le 2e pays en Afrique subsaharienne pour ce qui est de la croissance économique aussi. La situation macroéconomique est stable. La Côte d'Ivoire est un pays dont la devise est connecté à l'euro. Donc, il n'y a pas de risque d'échange, d'où un faible taux d'inflation. Un pays qui a une relation entre le PIB et la dette absolument raisonnable, 51%, en dessous des limites imposées par l'Union monétaire de la région, à savoir 70%. Les marchés internationaux ont fait confiance à la Côte d'Ivoire. En 2017, la Côte d'Ivoire, sur le marché international, a pu placer 2 milliards de dollars de titres de la dette publique à 16 ans, 6,125% et 5,125% en dollars ou en euros. Le cœur des investissements a été approuvé en 2012, qui est propice aux investissements extérieurs, un marché de l'emploi très souple. Tous ces éléments ont fait que la Côte d'Ivoire ait pu évoluer dans le classement de la Banque mondiale. Elle est passée en 2012 de la 177e place à la 130e place. Ceci a favorisé l'enracinement des entreprises européennes. Aujourd'hui, Rocham, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, compte 175 entreprises de pays différents.
La Côte d'Ivoire est la locomotive de la région de l'Afrique occidentale. Il suffit de penser que la moitié de la masse monétaire du franc CFA, la devise MOUA, circule en Côte d'Ivoire. Les biens sont exportés du port d'Abidjan. 30% des activités bancaires se développent en Côte d'Ivoire. 42% du PIB du MOUA est produit en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays d'immigration. C'est un poumon qui crée des emplois, des activités et attire les travailleurs des pays voisins. 9 millions d'immigrés travaillent en Côte d'Ivoire, à savoir 26% de la population. C'est un chiffre très intéressant, y compris pour l'Italie. Selon les estimations du Fonds monétaire, 1% de croissance en Côte d'Ivoire se retrouve dans une croissance de 0,5% au Niger et de 0,25% en Burkina Faso. Donc, il y a toute une sous-région qui se développe avec la Côte d'Ivoire. Un projet très important se réalise en ce moment, donc une liaison ferroviaire routière pour desservir Lagos, Cotonou, Lomé et Ouagadougou. La Côte d'Ivoire a signé l'accord APE avec l'Union européenne qui permet l'importation en Europe à des taux douaniers de 0 en 15 ans, l'importation de 80% des biens et des produits européens à un taux de droit de douane égal à 0. Comme quoi, le rôle de la Côte d'Ivoire en tant que plateforme régionale ne cessera jamais de se développer. Néanmoins, la Côte d'Ivoire, encore aujourd'hui, a des problèmes infrastructurels au point de vue des routes, des chemins de fer, des ports et du réseau électrique. Ce sont des carences, ce sont des lacunes importantes compte tenu des ambitions du président de la République, c'est-à-dire devenir un pays émergent d'ici 2020. Donc, les marges de développement et de croissance sont très grandes car le pays a tous les instruments nécessaires pour relever ce défi, pour combler ces lacunes et les entreprises italiennes peuvent jouer un rôle important dans ce pays. Au cours de cette dernière année, je me suis rendu compte que l'Italie, contrairement aux autres pays, n'a pas vraiment la perception des opportunités offertes par la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 10 ans de crise interne avec une réduction du tissu productif étranger en Côte d'Ivoire, avec un problème d'image au détriment du pays. Cette situation doit être changée parce qu'au cours des 10 dernières années, le pays est devenu bien plus stable. Eh bien, l'Italie doit encore une fois être un acteur important en Côte d'Ivoire, comme elle l'était avant la crise interne. Il suffit de penser que les Italiens avaient assuré la construction des routes, des centrales hydroélectriques, 2 centrales très importantes ont été fabriquées et construites par les Italiens. L'Italie avait un rôle important en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit toujours d'un pays stable et les entreprises reviennent. Eni est déjà présente depuis quelques années. Eni est en train d'effectuer des prospections au large des côtes d'Abidjan. D'ici 2020, les travaux de forage commenceront. Iveco également est présente. Troisièmement, la présence inférieure des entreprises italiennes sont dues à la perception erronée que les Français sont bien plus présents que les Italiens. Mais il n'en est plus ainsi parce qu'il y a eu la mondialisation, la libéralisation des marchés et donc aujourd'hui d'autres acteurs importants sont présents en Côte d'Ivoire. La Chine, l'Allemagne, le Maroc, la Tunisie, l'Inde, la Turquie, autant de pays qui sont retournés en Côte d'Ivoire et qui jouent un rôle important. Pour conclure, je dirais qu'il faut considérer
l'importance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour ne pas être exclu vis-à-vis d'un pays qui est l'axe central de la sous-région, de l'Afrique occidentale, de l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. Merci donc à Antché d'avoir permis cette rencontre. Je ne ferai pas un grand discours, mais je ferai un petit historique. En 2013, le ministère des Affaires étrangères a organisé une présentation de ces grandes associations et ils ont présenté Antché. Ce que je retiens d'Antché, c'est sa capacité à être présent au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, en Amérique. Et je me suis tournée vers mon voisin des Affaires étrangères pour leur dire, mais pourquoi pas l'Italie? Il m'a dit, si on est présent en Italie, mais en Italie, tout est construit. Et pour casser, c'est très difficile à cause de l'archéologie. Donc, je me suis mise à rêver, à désirer. À désirer, c'est un désir d'ambassadeur. Que Antché, un jour, arrive en Côte d'Ivoire, parce qu'on a beaucoup de choses. On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de choses très diversifiées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Monsieur Essis va en parler mieux que moi. Et on a commencé un peu les travaux d'approche. Il s'est trouvé que le ministère des Affaires étrangères a changé un petit peu de vision et que maintenant, du fait de cette pression démographique africaine, le marché au sud du Sahara devient intéressant. Et puis, par rapport aux indicateurs économiques de la Côte d'Ivoire a commencé à être intéressante. Je voudrais remercier ici le directeur du journal Africa Affairi qui nous a interviewés, qui est allé en Côte d'Ivoire explorer, qui a fait une présentation de la Côte d'Ivoire. Et je remercie M. Essis qui avait envoyé Mme Carole Versteg pour venir présenter la Côte d'Ivoire aux entreprises italiennes. Et puis nous avons commencé à réfléchir avec l'ambassadeur Lo Sabio, qui est mon binôme, pour savoir en définitive comment approcher Antché. Antché nous a invités une première fois et il y a eu une accélération parce que je crois qu'il y a un diplomate au cœur d'Antché et entre deux diplomates, ils ont su arranger cela. Donc merci à tous, merci infiniment. Je voulais ici aussi remercier M. Essis, qui chaque fois que nous avons fait appel à lui, le ministre Essis est venu. Je crois que c'est la 3e ou la 4e fois qu'il vient en Italie pour dire véritablement ce désir de travailler avec l'Italie qui est très fort. Il est venu la première fois à Expo Milan 2015, où il a organisé un forum économique où il y avait 400 à 500 personnes. Et là, j'ai pris conscience que les Italiens étaient très intéressés par la Côte d'Ivoire, mais qu'il y avait, comme disait l'ambassadeur Lo Sabio, cette gêne à avoir l'impression que c'était un marché unique et qu'il y avait un partenaire désigné et qu'en définitive, eux, ils ne pouvaient pas franchir. Après, j'ai appris que dans beaucoup de marchés ivoiriens, de construction de ponts et autres, il y avait des sous-traitances italiennes. Et chaque fois, je dis aux Italiens, mais donc venez, venez. Le président de la République, quand il est venu à poser un problème aux affaires étrangères italiennes, c'est-à-dire la présence du système bancaire en Côte d'Ivoire. Les petites et moyennes entreprises italiennes ont cette angoisse de ne pas se retrouver en face d'un système bancaire qu'ils connaissent, dont ils connaissent l'habitude. Je crois que là, M. Lo Sabio a invité le groupe BNP Paribas, qui est fortement présent en Italie et en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est déjà un début de dialogue pour rassurer ceux qui veulent investir. Les techniques d'investissement, M. Essis en parlera beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a une démographie qui va être importante et qui ne peut pas être considérée simplement comme un marché de matières premières, comme ça a été le cas dans le temps. La démographie africaine, en Côte d'Ivoire en particulier, doit se développer. Il doit avoir un développement intramuros
pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et dans cette coopération, c'est de ça qu'on a besoin. Et on a commencé par les infrastructures et Antje, pourquoi? Parce que qui dit développement dit infrastructure, dit besoin de zones industrielles, dit besoin de routes, dit besoin d'eau, dit besoin... Monsieur Adesina de la BAD dit bien qu'à l'horizon 2100, les terres arables sont en Afrique et que l'Afrique va peut-être devenir celle qui va nourrir le reste, puisque un Africain sur 4 en 2100 sera en Afrique. Donc on a une responsabilité commune à organiser ce développement de façon que ça n'amène pas un chaos. Il ne suffira pas d'empêcher des bateaux de venir pour que le problème soit résolu. Je pense qu'il faut avoir une vision à long terme, travailler pour que ce développement soit un développement durable et satisfaisant par rapport à nos populations. Je vais terminer mon propos parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la parole des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont là pour amener les gens à se rencontrer, mais je voudrais ici réitérer ma grande disponibilité auprès de chacun de vous. Chaque personne qui aura besoin d'aller en Côte d'Ivoire trouvera à l'ambassade de Côte d'Ivoire un ambassadeur et son équipe prêts à faire toutes les facilités pour que ce voyage soit une réussite. Je voulais encore une fois remercier le président d'Antje et remercier l'ambassadeur de l'Osavio et M. Issis. Merci infiniment. Excellence, Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire d'Italie, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président de l'Association nationale des constructeurs d'Italie, voilà. Messieurs les directeurs généraux des différentes structures de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Mesdames et Messieurs, chers amis du monde de l'investissement privé italien, je souhaiterais d'abord, avant tout propos, m'excuser pour le retard à lequel je suis arrivé. Je suis arrivé de Berlin, où notre président est en visite pour le G20. J'ai dû quitter ce matin à 3h du matin pour être là. J'ai tout fait pour être là à 8h30. Malheureusement, il y a un embouteillage entre... C'est normal. Voilà, donc j'ai tout fait pour être là quand même à 9h30. Et j'ai eu quand même 30 de retard, donc veuillez m'en excuser. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je suis là, sur l'autorisation du président qui hier m'a autorisé à être là avec vous. Je voulais, en votre nom à tous, remercier M. Stefano, l'ambassadeur de l'Italie en Côte d'Ivoire, qui vraiment a fait la pression, très forte, pour être là. Le dernier coup de fil que j'ai reçu, c'est le conseiller spécial du Premier ministre, M. Serefel, qui pendant 30 minutes m'a convaincu de pouvoir dire oui à l'ambassadeur. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir donné cette occasion. Merci aussi à ma grande sœur, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, qui n'a jamais ménagé d'efforts, je veux dire, pour permettre que nous puissions exposer ce qui est la Côte d'Ivoire et ce qu'est justement votre prochaine destination en matière d'investissement. Je voulais aussi saisir cette occasion pour saluer mes collègues qui sont là, la Côte d'Ivoire, qui sont des experts nationaux dans leurs domaines respectifs et qui pourront, pendant la journée, donner plus de détails sur ces opportunités d'investissement qu'il y a. Merci beaucoup d'être là. J'ai un grand frère qui est dedans. C'est le directeur général de la SICOGI, qui est mon aîné, et mon aîné en études et mon aîné en âge. Donc, merci beaucoup d'être là, un cher grand frère. Et puis, bon, j'ai mes amis qui sont là. Merci beaucoup. Je voudrais exprimer vraiment toute ma reconnaissance d'avoir été invité, que la Côte d'Ivoire soit invitée, je dirais mieux, à cette occasion. On n'aura jamais cessé de parler de la Côte d'Ivoire parce que si on doit parler de ce pays, on peut passer toute une journée, on peut passer même des semaines à parler. Tellement il y a de choses à dire. Et quand j'ai écouté les deux ambassadeurs et le film, en principe, je n'ai plus rien à dire parce que tout est dit. Mais si je me tais, je n'aurais pas rempli ma mission d'être ici. Donc je vais essayer d'apporter quand même ma petite contribution. Mais sachez que la Côte d'Ivoire est à découvrir. On ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre. Et la meilleure façon de pouvoir mieux vous convaincre, c'est de venir prendre votre visa à l'ambassade
et même il se fait maintenant sur le net, de venir en Côte d'Ivoire pour qu'on vous fasse vivre ce que nous disons. Parce que ce que vous avez vu, ce n'est pas un film d'Hollywood, c'est une réalité. C'est une réalité qui se vit au jour le jour. Et pour ceux de vos compatriotes qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils peuvent donc en témoigner. En œuvrant donc avec les deux ambassades à accroître l'intérêt suscité par le marché ivoirien dans les milieux d'affaires italiens, nos représentants diplomatiques contribuent à la réalisation de la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara d'opérer cette transformation structurelle de l'économie ivoirienne à travers l'industrialisation. Nous avons connu une très bonne époque de croissance, mais basée principalement sur l'agriculture. Vous avez vu dans le film, on est premier producteur mondial de cacao, premier producteur mondial de noix de cajou, premier exportateur mondial, exportateur africain de DVA, et les premiers s'alignent. Mais on reste encore très faible en termes de transformation. Le cacao, on produit près de 2 millions de tonnes par an, mais à peine 300-400 000 tonnes sont transformées localement et encore en première transformation. On n'est même pas encore arrivé à la deuxième et à la dernière transformation. Noix de cajou, on est à près de 800 900 000 tonnes de cajou annuellement. À peine 10%, vous vous rendez compte, sont transformés localement. Et ainsi de suite. Alors la vision du président, c'est de passer à cette seconde phase de la transformation économique de la Côte d'Ivoire en allant à l'industrialisation. On ne veut pas être ambitieux, on veut pousser ces taux d'industrialisation au moins à 50% d'ici 2020. Et après, on verra bien, je veux dire, comment les amener à être... et c'est en cela que l'Italie, l'expertise italienne nous intéresse, parce que vous avez développé beaucoup d'expertise en matière d'industrialisation, en matière de technique, d'équipement industriel, qui peut servir donc aux entreprises ivoiriennes pour passer cette phase donc d'industrialisation. Le gouvernement ivoirien a engagé bien sûr dans ce cadre un ensemble de réformes institutionnelles, économiques, politiques et sociales afin de rendre la destination Côte d'Ivoire la plus attractive, la plus compétitive en termes de flux d'investissement privé et étranger. La mise en œuvre bien sûr du PND, le Plan national de développement 2012-2015, a permis une forte croissance, comme vous l'avez vu dans le film, soutenue et inclusive, favorisant ainsi le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale. Les performances économiques enregistrées par la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années ont été très remarquables. Je parle évidemment là-dessus, c'est 8% de taux de croissance. L'ambassadeur l'a dit de manière très explicite. Et c'est une réalité, c'est des documents qui sont officiels dans les rapports de la Banque mondiale, c'est répété. Le plan national de développement 2016-2020, donc de celui que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement, qui capitalise les enseignements de la mise en œuvre du PND 2012-2015, se donne donc pour objectif de transformer structurellement l'économie ivoirienne avec un volume d'investissement global de 47 milliards d'euros, dont une contribution attendue du secteur privé à hauteur de 29 milliards d'euros, soit 62% du volume de ces investissements. Et plus spécifiquement, il est attendu de l'Europe tout entière un montant d'investissement de 1,07 milliard d'euros, qui représente 25% de l'investissement direct étranger attendu. Pour la petite histoire, sachez que le dernier rapport de la CNUSED qui est sorti cette année établit à 650 millions de dollars les flux d'investissement direct étranger reçus en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'on est encore assez loin de nos objectifs. Et c'est la raison pour laquelle l'investissement privé reste pour nous le pilier le plus important de la croissance économique, qui pourrait tirer davantage d'intégration économique du marché régional de 320 millions d'habitants dont on en parlait. Toutefois, et ça par contre c'est triste de le constater, qu'à ce jour, le volume des investissements privés italiens, il est bien privé italien dans notre pays, je ne parle pas des investissements dans le cadre bilatéral entre États, mais des investissements privés, notamment dans les secteurs prioritaires du plan national de développement, reste très faible en comparaison avec le potentiel existant et l'expertise de l'Italie dans de nombreux domaines qui intéressent la Côte d'Ivoire. En effet, le CEPICI a enregistré 14,7 millions d'euros d'investissement privé et agréé en provenance d'Italie sur la période de 2012 à 2017, sur un volume total de 6 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'il y a encore une très grande marge de manœuvre pour l'industrie, pour le monde d'affaires italien. Ces investissements se sont matérialisés dans différents secteurs
d'activités dominées par l'agroalimentaire, les BTP et la logistique. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire offre de nombreuses potentialités d'investissement qui n'attendent qu'à être exploités, notamment dans les secteurs de l'agriculture industrielle, parce qu'on parle d'agriculture industrielle, nous avons une agriculture très forte, mais qui a besoin d'être améliorée en termes de rendement. Donc, aller à la mécanisation. Et là aussi, c'est une expertise très forte de l'Italie. L'agriculture vivrière maraîchère à pouvoir l'industrialiser avec des techniques agricoles encore plus modernes. L'agroalimentaire, l'ingénierie mécanique et la construction de machines à destination du secteur agricole, des biens d'équipement, l'immobilier, l'infrastructure, les BTP, la santé, le transport, l'énergie. Je dis, c'est autant d'éléments sur lesquels nous pensons pouvoir trouver des compétences dans ce pays qu'est l'Italie. Et bien sûr, je termine par le tourisme et l'hôtellerie, qui sont aussi des secteurs assez porteurs en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, le secteur privé étant le moteur de la croissance économique en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a engagé un ensemble de réformes institutionnelles, économiques et politiques, avec pour corollaire d'assurer l'attractivité de la destination de la Côte d'Ivoire en termes de flux de capitaux étrangers. Les réformes engagées pour la circonstance sont pêle-mêle, je pourrais en citer quelques-unes. Premièrement, c'est le renforcement du cadre incitatif. Le gouvernement ivoirien vient d'adopter au mois d'août dernier le nouveau code des investissements, qui met fin à l'existence de l'ancien code, mais à partir du mois de janvier 2019, qui donne encore plus d'attractivité, qui donne encore plus de possibilités de rentabiliser les investissements qui sont réalisés. Ce code des investissements ne sera rendu public que vers la mi-décembre et être mis en application à partir du mois de janvier 2019. Deuxième élément, c'est l'amélioration du climat des affaires, avec la mise en œuvre du guichet de formalité, mais surtout l'adoption d'une près de 58 réformes qu'on appelle l'amélioration du climat des affaires, qui parle de la dématérialisation jusqu'à la transaction avec l'investisseur. Donc cette adoption s'est faite aussi au mois d'août, c'est 58 réformes sur 2018, 2019 et 2020, avec bien sûr pour objectif de pouvoir rendre plus transparent les relations entre l'administration et le secteur privé. Et nous verrons bien sûr dans 2 jours, le rapport Doing Business va sortir le 31, c'est-à-dire le jeudi prochain, et vous allez voir les performances que la Côte d'Ivoire a fait, qui viendront confirmer ce que nous avons dit. Je ne suis pas au courant des résultats, mais bon, je ne pars pas à l'examen avec l'objectif de perdre. Je suppose donc que la Côte d'Ivoire fait des performances extraordinaires à ce rapport-là. Donc, la Côte d'Ivoire a opté donc pour la transformation numérique de son économie par l'utilisation intensive d'éthique à travers la dématérialisation des actes et services administratifs en vue d'offrir un service public de qualité aux opérateurs économiques. C'est ainsi que le Centre de promotion de l'investissement a créé le portail unique l'investisseur qui a été lancé donc il y a quelques jours sous la présidence du Premier ministre et qui offre une fenêtre cohérente. Alors le portail unique, vous pouvez aller sur le site, c'est le 225 www.225invest.ci. Il a donc 2 objectifs. Le premier objectif, c'est l'information. Vous devez avoir sur ce site-là l'ensemble des informations que vous souhaitez, ou avoir le lien dont vous avez besoin pour aller sur le site de l'administration concernée pour avoir l'information. À côté de cela, nous avons la partie transactionnelle. Il permet donc à l'investisseur, en se connectant bien sûr et en s'inscrivant, de pouvoir rentrer en transaction avec l'État. Créer une entreprise par exemple, il pourra le faire en ligne désormais. Payer ses impôts, il pourra le faire en ligne. Enregistrer ses actes de décision administrative, il pourra le faire en ligne. Raccordement de l'électricité, il pourra le faire en ligne. Aujourd'hui, nous offrons 6 classes de services qui sont automatisés et qui permettent à l'investisseur de pouvoir éviter le contact avec l'administration et réaliser ses opérations. Dans les mois et années à venir, nous allons continuer à le remplir, de sorte que ce portail, dans 2 ans, 3 ans, soit le seul instrument à travers lequel l'investisseur parle à l'administration et interagit avec cette administration-là. Deuxième amélioration, donc, c'est l'amélioration de la qualité de la lutte contre la contrefaçon par l'adoption de 2 lois. La loi sur la normalisation et la qualité qui ont été donc adoptées, la loi sur la contrefaçon.
C'est ensuite le renforcement du développement d'infrastructures industrielles avec la création de nouvelles zones industrielles. Le gouvernement ivoirien donc a pour objectif d'accroître la part du secteur industriel dans le PIB de 25 à 40% d'ici 2020. Toutes ces réformes, comme vous le voyez, vont permettre à l'industrie de jouer son rôle de source de croissance et d'être le levier de l'émergence économique nationale et sous-régionale dans une logique de développement durable. En effet, le processus de transition de la Côte d'Ivoire vers l'émergence implique la valorisation des ressources humaines et naturelles, le renforcement des liens de production-transformation en vue d'accroître les gains de compétitivité en créant plus de valeur ajoutée, des emplois décents et durables, plus de nouveaux pôles de compétitivité et de développement et bien sûr l'innovation et la technologie avec une forte contribution du secteur privé. C'est dans cette vision, chers amis, le partenariat gagnant-gagnant, que je voudrais terminer mon propos en souhaitant à chacun un fructueux échange et inviter les hommes d'affaires ivoiriens à venir découvrir ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, ce beau pays à potentialité économique innombrable. Et je dirais, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Donc, je suis conseiller Robert Guida pour la Banque africaine de développement. J'ai été contacté, notre direction, la haute direction a voulu que nous soyons ici. C'est une réunion qui est très importante pour la BAD parce que, comme vous savez, l'Italie fait partie des pays membres de la Banque africaine de développement. Donc, chaque fois qu'il y a un événement qui concerne la Côte d'Ivoire, l'Italie, je pense que la BAD est très intéressée et nous sommes là pour donner toutes les informations, les facilitations à tous les niveaux. Donc, c'est votre institution, la BAD. C'est ça, comment? C'est bon, ok. Voilà. Donc, je vais présenter la BAD avec ces 3 points. D'abord, c'est quoi la BAD? Je vous dis qu'est-ce que la BAD fait en Côte d'Ivoire à ce moment. Le portefeuille de la BAD, la nouvelle stratégie de la BAD, les piliers. Voilà, donc la BAD, au niveau de l'Afrique, c'est la première institution de financement du développement de l'Afrique. C'est une institution qui aujourd'hui compte 80 membres. Donc il y a les pays régionaux qui sont de 54. Tous les pays africains font partie de la BAD. Et on a aussi 26 pays non régionaux, donc l'Italie. Donc l'Italie siège au conseil d'administration de la BAD pour approuver les projets et vraiment très actif au niveau de la BAD. Donc comme je disais, en termes de financement, chaque pays vient à la BAD avec des guichets différents par rapport à certains critères. Donc la BAD est composée de 3 entités. Nous avons la Banque africaine de développement qui est créée en 1964. Et puis nous avons le Fonds africain de développement et nous avons le Fonds spécial du Nigeria. Donc c'est toutes ces 3 entités qui font le groupe de la BAD. Et le but de la BAD, c'est de stimuler le développement économique durable et le progrès social des pays membres de l'Afrique. Donc les critères sur lesquels nous plaçons les pays, on se demande, il y a des pays qui ont accès au guichet BAD, des pays qui ont accès au guichet FAD et des pays qui sont des pays MIS. Et tout ça, c'est par rapport aux critères. Les pays qui ont un revenu très bas de PIB vont émerger sur le guichet BAD, qui est vraiment un guichet concessionnel. Le taux d'intérêt est presque moins de 1%, est presque nul, on peut dire. Alors que les guichets BAD sont les pays qui ont, disons, selon un certain nombre de critères, on appelle le pays à revenu intermédiaire. C'est principalement les pays de l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, le Cap-Vert, le Gabon, les grands pays qui ont un PIB élevé ont accès au guichet BAD. Cela veut dire que ce guichet va offrir à ces pays, disons, plus de financement. Il n'y a pas de limite. Donc, on travaille sur les limites du Fonds monétaire international. Donc, souvent, c'est des grands projets. Et nous avons les pays MIS, c'est les pays vraiment qui ont accès au guichet et les pays à transition. La Côte d'Ivoire est un pays FAD, mais on est en train de travailler qui va devenir un pays MIS, peut-être d'ici la fin de l'année. Mais la Côte d'Ivoire
accès déjà à cause de ses performances au guichet BAD en soumettant des projets cas par cas. Donc tout ça, ça a permis vraiment à la Côte d'Ivoire d'avoir ces dernières années un portefeuille, comme on va voir, très important au niveau de la BAD. On est passé peut-être de 300 millions d'euros à 1,4 milliard d'euros actuellement. Donc la Côte d'Ivoire devient un pays très important au niveau de la BAD. On travaille dans tous les secteurs. Donc comme vous voyez ici, nous avons ici des solutions de financement adaptées aux capacités de chaque pays africain. Donc nous faisons donc des opérations souveraines ou garanties souveraines. Donc il y a les 17 pays à revenu intermédiaire, le Nigeria qui est un pays en transition vers le financement BAD aussi. Et donc vous voyez sur la carte de l'Afrique, on a la classification, comme je disais, tout ce qu'il y a en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Et vous voyez un peu le Nigeria qui va venir. Tous ces pays sont des pays donc BAD. C'est très important de comprendre cette distinction. Ça veut dire que les procédures que les hommes d'affaires vont avoir accès au niveau de la BAD vont dépendre du classement du pays. Si c'est un guichet FAD, c'est seulement les pays membres qui peuvent avoir accès. Si un pays n'est pas membre de la BAD, il ne peut pas postuler pour les pays, les projets, le développement que la Banque finance dans les 54 pays africains. Donc nous avons aussi les pays MIS, que vous avez expliqué, qui sont éligibles aux ressources BAD, c'est Zambie, Cameroun, Kenya et Sénégal, qui viennent d'avoir accès aussi comme pays MIS. Donc nous voyons qu'au niveau des projets ici, nous avons des opérations sans garantie souveraine et du secteur privé. Donc vous voyez qu'au niveau de la BAD, le secteur privé a accès au guichet BAD. Cela veut dire que la BAD peut faire des prêts aux entreprises privées à travers son guichet secteur privé. Donc et aussi nous avons au niveau du portefeuille, vous voyez, on fait des prêts directs, des lignes de crédit, des prêts de participation et de garantie. Donc la BAD aussi peut participer avec certaines entreprises italiennes dans les créations d'entreprises, et quand l'entreprise marche, la banque peut se retirer pour laisser l'entreprise grandir. Donc nous avons aussi ce qu'ils appellent additionnalité et impact en termes de développement, et vous voyez, comme vous savez, la base avec la stratégie de notre président actuellement, on parle de 5 priorités opérationnelles. Donc la base est vraiment champion aider les pays, donc des stratégies pour nourrir l'Afrique. Donc c'est tous les projets qui concernent l'agriculture. Nous voulons éclairer aussi et vraiment alimenter tous les pays, les villages en électricité. En Afrique, on veut aussi avoir l'intégration régionale qui marche. Et puis nous avons le développement industriel qui devient une grande priorité. Et l'autre 5e priorité de la base, c'est donc améliorer les conditions de vie des Africains. Donc si nous revenons aux produits que nous fournissons, nous voyons bien que nous avons des produits de prêt fournis des financements à long terme au pays et au secteur privé. Nous avons des garanties et la prise de risque souvent attachée aux investissements. Cela veut dire que si une entreprise vient en Afrique, la base peut se porter garant pour apporter la garantie à cette entreprise, pour minimiser les risques. Il y a la prise de participation que la banque peut aussi aller avec l'entreprise du secteur privé. Nous avons le financement du commerce. Donc vous voyez bien les gammes de produits financiers que la banque offre vraiment au pays et au secteur privé. Donc nous avons des produits de gestion de risque et des produits d'assistance technique et cofinancement. Et nous avons aussi Africa 50 qui est actuellement mis en place, le fonds africain de garantie. Et nous avons Africa 50 qui est mis en place aussi avec un bureau qui est maintenant au Maroc. Donc, dans tous les domaines et avec une gamme de produits financiers, la banque va étudier chaque projet et voir quel est le produit qui est adapté à votre projet et participer avec vous. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons actuellement, comme je dis, un engagement né de la BAD d'à peu près 1,4 milliard. Et ça couvre tous les secteurs. Si quelqu'un est intéressé par ces projets, c'est des projets en cours. On est dans le secteur agricole, dans l'énergie, dans les routes, au niveau de l'appui budgétaire et vraiment aussi dans l'eau et assainissement. Nous sommes dans tous les secteurs et vous voyez bien la répartition de notre portefeuille.
Donc, si on voit bien les 23 projets que nous avons, on a 65% des projets qui sont dans le secteur public de l'État, avec 11 projets. On a 18% donc, des projets. C'est bon? Oui. OK. Donc ici, je vais vous rapidement... Voilà certains projets phares de la BAT. Donc nous avons financé le projet agro-industriel dans la région de Bélier. C'est un projet de 80 millions d'euros. Donc c'est pour vraiment contribuer à l'émergence de pôles agro-industriels, comme ça a été dit aujourd'hui par les ambassadeurs. Donc là-bas va appuyer les pôles vraiment au niveau industriel et au niveau des valeurs, de chaîne de valeur agricole, les agropoles comme on l'appelle, et le gouvernement va mettre un certain nombre d'agropoles, mais la BAT va soutenir 3 ou 4 déjà d'ici 2 ans. Nous avons repris les stations de modernisation de Air Côte d'Ivoire. Vous voyez bien, je donne des exemples pour voir comment on peut passer des projets du secteur agricole. On finance Air Côte d'Ivoire, mais l'esprit de ce financement de Air Côte d'Ivoire, c'est pour stimuler l'intégration vraiment régionale et désenclaver le pays, même au-delà des autres pays de la sous-région. Comme l'ambassadeur l'a dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le poumon vraiment des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en renforçant Air Côte d'Ivoire, ça permet vraiment de se mouvoir très rapidement dans la sous-région. Donc, la banque a intervenu dans ce projet, par exemple, à travers 3 instruments. Nous avons fait les prêts au secteur privé de Air Côte d'Ivoire qui a été créé. Nous avons aussi donné BAD souverain, ça veut dire que nous avons utilisé le guichet BAD pour donner des prêts à l'État ivoirien. Et nous avons fait aussi garantie et risque partiel à travers ce projet. Donc, on peut voir par ce projet qu'on peut utiliser 3 ou 4 instruments de la BAD pour appuyer un projet du secteur privé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, Monsieur l'ambassadeur, et à Anché également, qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui à vos côtés. Merci à Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire en Italie et donc à nos 2 ambassadeurs pour leur brillante présentation tout à l'heure de l'enjeu qui nous réunit. J'ai la grande chance en tant que CEO de la BCC d'être présent aujourd'hui avec mon collègue de la Banque Nationale di Lavoro, donc BNL, M. Antonio Conti. Antonio Conti, qui est le responsable du développement commercial pour l'Afrique, l'Asie et la Turquie, donc basé ici à Rome. Et je suis également avec Madame Bleu-Lenné, qui est la responsable du développement commercial de la BCC, donc en Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important que cette présentation se fasse en compagnie de nos collègues de la BNL. Je vais vous présenter qui nous sommes et ce que nous pouvons vous apporter donc, en Côte d'Ivoire. La BCC est une ancienne banque de Côte d'Ivoire. C'est un acteur important du secteur bancaire. Nous sommes une banque universelle qui accompagnons les entreprises, les PME et les particuliers. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis 1962, donc nous connaissons très très bien la Côte d'Ivoire. Plus de 600 employés, plus de 180 000 clients, 2 business centers, un trade center, des activités que je vais présenter tout à l'heure, des agences également qui sont implantées dans tout le pays. Nous avons un capital à peu près de 25 millions d'euros qui a pour actionnaire majoritaire BNP Paribas. Donc nous sommes une filiale de BNP Paribas qui a 60% du capital, à côté d'autres actionnaires. Et nous sommes cotés à la bourse des valeurs régionales et 16% de notre capital donc est détenu par divers particuliers. Nous sommes une banque qui travaillons sous la régulation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc une banque centrale dans cet espace qui utilise une monnaie commune. Et je le dis parce qu'il est important que vous sachiez que la Banque centrale est actuellement en train de légiférer pour rendre les banques plus fortes, plus solides, avec des capitaux propres plus importants, de sorte à pouvoir accompagner les entreprises qui sont dans des secteurs d'activité à forte intensité capitalistique, comme par exemple les infrastructures. Donc, plus il y a de fonds propres au sein d'une banque, mieux elle peut accompagner l'économie. Et tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en termes de régulation
notamment en nous emmenant à respecter les règles de Basel II, Basel III. Tout cela va nous emmener donc à rendre les banques plus fortes. Quelques chiffres importants de la banque. Retenez que nous avons une taille de bilan de l'ordre de 1 milliard d'euros. Nous avons plus de 40 agences dans tout le pays et nous sommes une banque profitable avec plus de 15 millions d'euros donc, de profit. En 2017, nous avons reçu plusieurs distinctions, meilleure banque dans le retail banking et meilleure banque commerciale par le magazine International Banker. Nous avons également été désignés meilleure banque dans l'accompagnement des PME. C'est important que vous le sachiez, parce qu'il y a des PME également dans la salle. Et j'ai personnellement, et c'est une fierté pour la banque, reçu le award du meilleur manager en Côte d'Ivoire par le patronat ivoirien en 2017. Nous avons une stratégie bancaire 2017-2020 qui est principalement tournée vers les clients. Nous souhaitons être désignés, ou en tout cas être reconnus comme étant la banque de préférence de nos clients multinationaux, donc les MNC, ou les large corporates. Nous avons, avec BNP Paribas, nos collègues de Corporate and Investment Banking, CIB, nous avons la possibilité de bénéficier d'un support fort dans des activités où l'expertise peut se trouver donc au niveau du siège de BNP Paribas. C'est par exemple le cas dans les financements structurés. Je discutais avec le directeur général de l'ONEP ce matin, où on est d'accord sur le fait que quand des projets mettent en jeu des montants très importants, il est important que ces projets soient structurés au niveau financier de la meilleure des façons pour pouvoir attirer les partenaires bancaires. Nous avons également l'intention de nous positionner de façon plus importante sur des secteurs clés que sont l'énergie, la construction ou les infrastructures. C'est ce que nous indiquons ici. Nos forces, on peut les résumer en quelques points, je vous en donne 2 ou 3. Notre appartenance à BNP Paribas, qui est une banque puissante, première banque européenne, comme vous le savez. Notre réputation, on préfère ne pas être les premiers, mais en tout cas avoir une réputation exemplaire dans le fonctionnement de nos activités bancaires. Nous souhaitons vraiment être très attentifs aux besoins des MNC, des filiales multinationales. Et nous avons des équipes qui sont jeunes, professionnelles, très dynamiques à vos côtés. Bonjour, merci Monsieur le ministre Sis d'être présent. Merci à l'ambassadeur et merci à Anche pour avoir organisé cet événement et pour nous avoir invités. J'ai une présentation en PowerPoint, en PDF plutôt. Voilà. SACE Simest, comme on l'a déjà dit, SACE Simest, dans le cadre de la Caisse des dépôts et des consignations, est le pôle internationalisation. Depuis 2016, avec l'intégration des 2 sociétés qui intervenaient de manière séparée, SACE Simest est en mesure d'accompagner les sociétés italiennes, les entreprises italiennes qui souhaitent investir sur les marchés étrangers en offrant toute une gamme de produits tout au long de la chaîne de développement d'internationalisation qui permettent d'accéder au marché, de proposer aux clients en portefeuille ou prospect des conditions d'accès au financement de manière très avantageuse, même plus avantageuse que moyennant le marché pur. Une précision nécessaire. SACE n'est pas en concurrence avec le secteur bancaire. C'est plutôt un partenaire des établissements bancaires. SACE Simest n'intervient pas comme une entité de financement, mais c'est plutôt une entité de garantie. C'est un garant. Notre intervention se fait aux côtés des banques, des bailleurs de fonds, justement pour diversifier le risque, pour permettre à l'opération d'améliorer l'approche risque, pour réduire le coût financier de l'opération, tout en pouvant
protéger l'investisseur du point de vue de risques que pose l'investissement à l'étranger, des risques commerciaux typiques sur un marché autre que le marché national. Comme je viens de le dire, les instruments utilisés par Sacce Siemens se développent tout au long de la chaîne des différentes étapes d'internationalisation, à partir de la connaissance du marché, d'une première approche au marché étranger, donc contribution à la participation aux foires, aux études de marché, quand on souhaite faire des investissements ou d'intervenir sur un marché étranger. Pour en arriver à des opérations plus complexes, lorsque l'activité commerciale italienne devient plus complexe, c'est-à-dire structurer les plans d'échelonnement de paiement au profit de l'acheteur étranger en couvrant les risques politiques et commerciaux. Pour en arriver à la couverture des risques liés à l'investissement direct sur le marché étranger dans une phase plus avancée, où l'entreprise italienne souhaite mieux servir le marché de destination par une présence stable sur place et pas seulement comme exportateur sur le marché étranger. Du point de vue du pôle export, l'année dernière, nous avons plus de 600 milliards d'engagements, dont 7% sont consacrés à l'Afrique subsaharienne. Il s'agit d'un chiffre très modeste si nous le comparons à d'autres régions, à d'autres continents. Mais il faut dire qu'il est très dynamique. Nous avons connu une augmentation par 5, multiplication par 5 au cours des 10 dernières années. Nous nous efforçons d'être de plus en plus présents, de plus en plus compétitifs pour accompagner les entreprises italiennes qui souhaitent exploiter les opportunités qui existent dans ce continent, l'Afrique. En outre, c'est une région où nous investissons massivement du point de vue du capital humain. Nous sommes déjà présents en Afrique subsaharienne à travers 2 bureaux locaux, à Nairobi et à Johannesburg. Et nous sommes en train de développer l'installation d'un 3e bureau pour l'Afrique du Nord, donc au Caire. Et nous allons bientôt ouvrir un 4e bureau pour l'Afrique occidentale, justement pour être plus proche du marché où nous voulons intervenir, pour être vraiment prêts à intervenir si les entreprises italiennes souhaitent saisir certaines opportunités. Et nous voulons donc accroître notre portefeuille qui représente aujourd'hui 7% du total et qui est destiné à augmenter et qui a déjà augmenté au cours des 10 dernières années. Que pouvons-nous faire pour les entreprises qui sont déjà présentes sur les marchés et qui souhaitent être encore plus présentes? Eh bien, d'abord, on peut commencer par le flux d'échanges qui existe déjà en Côte d'Ivoire, des échanges commerciaux, donc le commerce, pour une valeur globale de 400-500 millions d'euros, importation-exportation confondues. Du point de vue de l'Italie, ce sont des échanges très intéressants de par les activités de Sacce, pour la nature même des biens qui sont exportés en Côte d'Ivoire. Ce sont des biens d'équipement, de la chimie, et qui peuvent être éligibles dans le cadre des dossiers Sacce. Ils peuvent être appuyés par une offre financière au profit du client étranger pour augmenter la compétitivité de l'exportateur italien. En effet, un peu partout dans le monde, la compétitivité des biens italiens exportés ne suffit plus. C'est un élément nécessaire, certes, mais la compétitivité est quelque chose qui doit être présent dans l'offre pour pouvoir justement
réduire la présence consolidée d'autres acteurs pour pouvoir être concurrentiel par rapport aux autres acteurs sur le marché. Mais nous savons que souvent, cet élément ne saurait suffire à garantir le succès d'une transaction commerciale à l'étranger. Ce que SACH fait, c'est d'être un lien entre la demande locale et l'offre, qui a une qualité technique capable de satisfaire aux besoins de l'acheteur local. Donc, moyennant le soutien financier, eh bien, on arrive à équilibrer l'offre économique et technique nécessaire pour répondre aux besoins de l'acheteur local. En effet, l'un des éléments que je tiens à souligner est bien le suivant. Dès les premières phases d'implication sur un marché étranger, pour pouvoir assister au mieux les entreprises italiennes qui souhaitent accéder à un nouveau marché, eh bien, nous avons besoin d'un flux d'informations en continu pour pouvoir bien calibrer notre offre, pour pouvoir être prêt à offrir nos meilleurs instruments conformes et jaugés sur la base de l'activité économique que l'on souhaite développer sur le marché de destination. Voilà deux exemples de ce que nous avons déjà pu faire en Côte d'Ivoire. Par exemple, nous sommes intervenus pour la couverture d'une fourniture, une ligne de conditionnement pour le matériel médical en offrant un échelonnement des paiements jusqu'à 36 mois aux donneurs d'ordre, en couvrant les risques de non-paiement pour les exportateurs italiens. Nous sommes intervenus aussi en offrant des cautionnements pour participer à des appels d'offres ou à des marchés locaux de la part d'entreprises italiennes. Les produits disponibles, eh bien, je les ai déjà évoqués. Par exemple, les garanties sur le crédit à l'exportation, c'est-à-dire toutes les garanties sur les flux de paiement pour les fournitures et la réalisation de projets, en pouvant accéder à des taux d'intérêt plus bas que ceux offerts par le marché pur, ou les garanties nécessaires pour participer à des marchés, à des appels d'offres, et qui sont nécessaires pour pouvoir participer donc à certaines opérations de ce genre, ou bien couverture d'assurance correspondant à la valeur de l'investissement réalisé sur place, associé et assorti de la contribution à travers l'intervention de Simest pour développer un pôle de production dans le pays de destination. Donc, il s'agit de participer à travers la présence d'un partenaire qui assure le développement commercial, mais qui n'a pas le contrôle ou la maîtrise de la gestion de l'entreprise, mais qui souhaite tout simplement accompagner la présence italienne sur le marché local pour renforcer la capacité italienne d'intervention et de création d'initiatives sur place, y compris à travers l'achat d'entités déjà existantes. Au nom du président du Comité national de partenariat public-privé, et l'objet de notre présentation est de décrire le cadre de réalisation d'investissements en partenariat public-privé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire que le CNPPP est l'unité de gestion des partenariats public-privés en Côte d'Ivoire. Le plan de présentation, notre présentation se fera en 3 points. Dans un premier temps, nous allons présenter le cadre institutionnel et réglementaire des PPP en Côte d'Ivoire. Ensuite, l'unité de gestion des PPP, qui est le Comité national de partenariat public-privé. Nous allons faire une présentation et donner un peu le rôle que joue cette unité-là dans la réalisation des PPP en Côte d'Ivoire. Et enfin, vous présenter une vue globale du portefeuille des PPP. Il faut dire que le cadre institutionnel, d'abord commençons par dire que les PPP sont considérés par l'État ivoirien comme un outil stratégique de développement. Il devrait permettre de renforcer les fournitures de services et d'infrastructures économiques et sociales en tenant compte des contraintes des finances publiques, de bénéficier des capacités d'innovation
et de financement du secteur privé. Nous savons que le secteur privé est innovant et dispose souvent de beaucoup de financements dont nous voulons faire profiter à notre pays. Également, utiliser les PPP permettra de maîtriser les délais et les coûts des projets publics tout en assurant une pérennité et une adaptabilité aux besoins des populations. Enfin, garantir contractuellement l'effectivité des services et leur paiement en fonction des critères de performance. Tout cet ensemble devrait permettre d'améliorer la qualité de vie des citoyens ivoiriens, la compétitivité économique et l'attractivité de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des investisseurs, qui sont des objectifs que le gouvernement s'est fixés. Au niveau du cadre institutionnel, il faut dire que les PPP en Côte d'Ivoire sont régis par deux catégories de textes. Il y a des textes au niveau national. Nous avons le Code des marchés publics, des décrets pris en 2012 et mis à jour en 2018. Ces décrets, il faut l'indiquer, donnent les règles applicables au PPP et donnent le mode de fonctionnement ainsi que l'organisation de l'unité de gestion des PPP qui est le CNPPP. Ce qu'il faut retenir des tests au niveau du cadre institutionnel, notamment les décrets, ils ont permis la définition claire et précise du contrat PPP en s'inspirant des normes internationales. Ensuite, ils ont élaboré le mode de traitement précis des offres spontanées. Parce qu'au niveau des PPP, il y a beaucoup d'offres spontanées, mais il faut régir comment traiter les offres spontanées, que ce soit clair. Parce que les objectifs, c'est que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire sachent clairement l'environnement dans lequel ils vont évoluer, savent comment vont être traités les PPP. Et enfin, ces décrets nous permettent de faire une clarification de la répartition des rôles entre les autorités contractantes et le CNPPP aux différentes étapes de vie du produit. Comme je vous le disais, au niveau du cadre institutionnel, nous avons, ça c'est la présentation nationale, nous avons un cadre supranational. Je vais revenir sur ça. Nous avons un cadre supranational qui est l'UEMOA, ou une directive communautaire en élaboration. Parce que il faut savoir que la Côte d'Ivoire appartient à un espace et une union économique et monétaire qui est l'UEMOA, qui est en train d'élaborer une directive communautaire qui va être prise début novembre, lorsque il y aura une réunion du Conseil des ministres et cette directive sera prise. Cette directive vise à mettre en œuvre une stratégie de promotion des PPP via un cadre juridique et institutionnel novateur et incitatif et à harmoniser les réglementations des PPP dans le respect de la souveraineté des États membres de l'UEMOA. Je voudrais toujours, dans le cadre de la présentation institutionnelle, préciser que le mode privilégié d'attribution des PPP reste l'appel d'offres ouvert. Donc, à côté de l'appel d'offres ouvert, nous avons des offres spontanées que nous recevons d'investisseurs comme vous, qui viennent et qui détectent un besoin et qui proposent au gouvernement de réaliser, de satisfaire ce besoin-là via un PPP. Enfin, nous avons des procédures dérogatoires d'attribution qui sont l'appel d'offres restreinte et les négociations directes. Il faut noter que pour tout ce qui concerne les procédures dérogatoires, il faut avoir l'accord du ministère en charge du budget, après un avis motivé de l'opérateur et un avis également du CNPPP. Maintenant, nous allons présenter ce qu'est l'unité de gestion des PPP en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le CNPPP est une institution, l'organe de décision, de validation et d'orientation du cadre institutionnel de pilotage des PPP. Le CNPPP a été créé en 2012 et est opérationnel depuis 2014 en Côte d'Ivoire. Il est rattaché au Premier ministre de Côte d'Ivoire. Le CNPPP a 3 missions essentielles. En 1, favoriser le développement des PPP en Côte d'Ivoire, appuyer les autorités contractantes aux différentes étapes de réalisation des PPP et enfin organiser et centraliser les activités des PPP. Il faut dire que le CNPP a 2 rôles, un rôle de validation et de contrôle et un autre rôle d'assistance et de conseil. Au niveau de la validation,
le CNPPP va déterminer les projets à réaliser dans le cadre des PPP. Il va définir le mode de passation des PPP, comme nous l'avons vu précédemment. Il va valider les dossiers de consultation préparés par les autorités contractantes. En termes de validation également, va valider les propositions d'attribution de conventions en termes de processus de passation, va donner un avis de non-objection au projet des contrats des PPP et enfin, dans le cadre des PPP existants, le CNPPP donne son avis pour la prorogation ou la réalisation ou la résiliation des contrats. Le second rôle de l'unité de gestion des PPP est un rôle de conseil et d'assistance. Il a un rôle qui est assez général, qui est de contribuer au développement d'un environnement favorable au PPP à travers des réformes ou évolutions des textes législatifs et réglementaires ou des procédures administratives se rapportant au PPP. Ça, c'est son rôle pour pouvoir faire évoluer le cadre réglementaire des PPP. Ensuite, le CNPPP identifie les projets susceptibles d'être développés sous forme de PPP. Il va réaliser pour le compte des autorités contractantes les études de faisabilité juridique et financière des projets qui sont soumis. Donc, dans le cadre de nos activités donc pour l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes amenés à être un partenaire privilégié dans le cadre de la passation des marchés. Et l'intervention que je vais faire va rejoindre plus ou moins l'intervention faite par le CNPPP, puisqu'en fait, le CNPPP utilise pour l'instant les bases des marchés publics. Donc, toute procédure de CNPPP est passée sur la base du Code des marchés publics. Donc, dans le cadre de sa politique de développement économique et social, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire consacre une part importante de son budget à l'acquisition de biens et services. L'acquisition de biens et services pour le bien-être de sa population. Les marchés publics étant le mode principal d'exécution du budget de l'État, il apparaît essentiel que le système des marchés publics puisse garantir une bonne gestion des finances publiques, puisse garantir l'efficacité de la dépense publique pour la réalisation des objectifs de développement que le gouvernement s'est assigné. En Côte d'Ivoire, le système des marchés publics est encadré par un décret. Ce décret porte le Code des marchés publics et ce Code des marchés publics définit toutes les procédures qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire pour les acquisitions. Donc, ce code est basé sur des principes. Ils sont 7. Nous connaissons 7 grands principes des marchés publics. Ces 7 principes sont le libre accès à la commande publique, bien sûr l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures, l'interdiction de toute discrimination dans la nationalité des candidats. Donc, on tient à insister dessus. Le Code des marchés publics de Côte d'Ivoire n'inclut aucune discrimination en fonction des nationalités. Il prévoit, bien sûr, une préférence, mais limite, pour les pays de l'UEMOA. Mais c'est bien encadré. Ensuite, la libre concurrence, il garantit l'économie et l'efficacité de la dépense publique et il est garant de l'équilibre financier et économique des projets. Il est évident que tout marché public doit être passé en fonction pour garantir l'investissement de l'État. Pour ce faire, il existe, le Code prévoit maintenant, ce qui n'était pas le cas dans les anciens codes, prévoit une planification des dépenses. À la fin de l'exécution, à la fin de la négociation budgétaire, une fois que le budget de l'État est validé, toute autorité contractante assujettie au Code est tenue de présenter un plan de passation des marchés, ce qu'on appelle le PPM. Ce plan de passation des marchés va intégrer toutes les lignes budgétaires de chaque entité, va intégrer l'ensemble des opérations de marché qui seront effectuées au cours de l'année et va définir les différentes étapes de la procédure, le délai, le mode de passation de telle activité, etc. Donc ce plan de passation des marchés, qui est essentiel pour toute opération de marché, est transmis donc au niveau de la direction des marchés publics en décembre de l'année N-1, pour le budget de l'année N. Donc, en définitive, en janvier de l'année N, le plan national de passation des marchés publics est publié. Il est publié dans le bulletin officiel des marchés publics, il est publié dans la presse nationale et il est communiqué aux différentes ambassades.
C'est un plan qui doit faire l'objet de la plus large diffusion possible. Puisque toute opération qui est non inscrite au PPM ne peut faire l'objet de marché. C'est une obligation du système des marchés publics. Donc c'est un outil, donc le plan de prestation de coordination, c'est un tableau de bord qui définit, donc qui permet à chaque entité intéressée par le marché en Côte d'Ivoire de pouvoir identifier les opérations qui peuvent les intéresser. C'est un outil d'évaluation pour l'État qui permet de renforcer donc les compétences. C'est un outil d'anticipation pour les entreprises, même pour l'État. Et c'est un outil qui favorise la concurrence puisqu'il permet à toute entité d'être au fait des marchés qui seront passés en État de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le système des marchés prévoit que les marchés soient passés, donc approuvés et notifiés avant tout commencement d'exécution. Donc tout marché prévu à l'État de Côte d'Ivoire doit passer par une procédure de concurrence. La procédure privilégiée en République de Côte d'Ivoire est l'appel d'offres ouvert. Donc l'appel d'offres ouvert qui est encadré par un arrêté. En Côte d'Ivoire, nous avons défini ce qu'on appelle les seuils de passation des marchés. Et les seuils de passation des marchés actuellement sont de 100 millions de francs CFA. Donc toute ligne budgétaire de plus de 100 millions de francs CFA doit faire l'objet de marché. Tout marché inférieur à ce montant est prévu dans ce qu'on appelle des procédures concurrentielles. Donc il y a un cadre aussi qui définit et qui encadre donc les procédures concurrentielles. 150 000 euros à peu près, c'est 100 millions de francs CFA, donc tout marché de plus de 150 000 euros est tenu d'être passé par une procédure d'appel d'offres. Donc l'appel d'offres ouvert, les candidats sont fixés par le Code des marchés publics, les définitions, et sont précisés dans les différents dossiers d'appel d'offres, bien sûr, qui vont préciser les différents critères d'évaluation auxquels seront soumis les entreprises. Nous avons, après cette procédure normale, nous avons deux procédures dérogatoires. Comme l'a dit le CNPPP, ces procédures sont encadrées. Ces procédures sont soumises à l'approbation, à la validation du ministre en charge des marchés publics. Et elles sont après avis, bien sûr, de la structure administrative chargée des marchés publics. Dans ce cas, en Côte d'Ivoire, il y a trois structures qui encadrent donc les marchés publics. Il y a le ministère en charge des marchés publics. Aujourd'hui, donc, c'est le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Nous avons la structure administrative chargée des marchés publics, qui est la direction des marchés publics aujourd'hui. Et nous avons la troisième structure, qui est l'autorité nationale de régulation des marchés publics, qui est le régulateur du système. Donc, qui est chargé d'encadrer et de suivre que les procédures se passent dans les règles. Donc ces procédures dérogatoires sont de deux sortes. Nous avons l'appel d'offres restreint. L'appel d'offres restreint qui est ouvert pour une technicité particulière et qui répond, et pour que très peu de candidats peuvent répondre aux prestations. C'est vraiment un appel d'offres réservé pour des travaux très spécifiques. Et nous avons bien sûr la procédure de gré à gré qui est encadrée. Il n'existe que trois formes de gré à gré. Pour un monopole de l'État, monopole d'une entreprise par exemple, pour la sécurité de l'État, bien sûr, les marchés liés à la sécurité de l'État et aussi à des investissements essentiels de l'opérateur qui peut faire l'objet, et les urgences impérieuses. Mais ces urgences impérieuses doivent être bien encadrées. L'autorité, les raisons des urgences impérieuses doivent ne pas pouvoir être planifiées. Donc nous avons ces trois méthodes qui sont cette méthode qui est proposée. En finalité, je vous présente donc le point des approbations des marchés des années 2015 à 2017. Donc vous voyez que chaque année, l'État passe près de 1000 milliards de marchés qui sont passés pour la plupart sous la forme d'appels d'offres ouverts, qui représentent donc 53% des marchés passés par l'État de Côte d'Ivoire. Et la répartition, donc ensuite, vous voyez que la part des gré à gré tend à être réduite au maximum. La part des gré à gré tend à être réduite au maximum. En finalité, je peux dire que le système des marchés publics mis en place est en perpétuelle évolution. Actuellement, nous sommes, la Côte d'Ivoire est en train de valider un nouveau code des marchés publics qui ne va plus traiter, parce que l'ancien code parlait des marchés publics et des délégations des services publics, donc des PPP. Le nouveau code ne va
régir que les marchés publics. Donc, le CNPPP va mettre en place un système particulier de gestion des marchés. Donc le nouveau code des marchés publics ne va gérer que les marchés publics. Il y a certaines innovations qui doivent être amenées dans ce nouveau code. Par exemple, on a parlé des procédures dérogatoires. Les procédures dérogatoires ne seront plus sous l'autorité du ministre du Budget, mais directement de la structure administrative chargée des marchés publics. Conformément aux directives de l'UEMOA, qui est donc, puisque nous travaillons dans un cadre communautaire, et donc toutes les procédures que nous mettons en place doivent servir donc, pour toute la sous-région et sont aussi mises en place par rapport aux bailleurs de fonds, que ce soit la BAD, la Banque mondiale, de manière à ce que les critères de la Côte d'Ivoire puissent répondre aux normes internationales. De manière à ce que toute entreprise italienne qui vient en Côte d'Ivoire aura des dossiers qui sont des dossiers qu'elles connaîtront, qu'elles auront déjà utilisés. Voilà. Le système des marchés publics, donc, comme il est vu actuellement, permet donc à amener une démocratisation du système, puisque c'était un système qui paraissait très fermé. Aujourd'hui, nous avons une démocratisation du système, il y a la naissance de la culture de la plainte. Aujourd'hui, on peut faire objection des décisions des marchés publics vis-à-vis de l'autorité contractante d'abord et après l'autorité de régulation qui est chargée de veiller à ça. Il n'y a plus d'impunité. Il n'y a plus d'impunité, toute inexactitude, toute fraude, etc. est régie donc par le nouveau code qui prend des dispositions particulières par rapport à ça. Et nous avons donc la vulgarisation des audits. Toutes les procédures de passation des marchés sont passées en audit. D'ailleurs, actuellement, le BENET est en audit de l'ANMP pour les marchés que nous avons passés. Donc, toutes les structures sont auditées aujourd'hui. Donc, le système est mis en place de manière à être le plus crédible et le plus, je dirais, oui, plus transparent possible. Hein, l'objectif, c'est donc la transparence du système. Donc, comme je disais, vu la part du budget de l'État soumis aux procédures de passation des marchés, les marchés publics occupent une place essentielle dans le système des marchés publics et constituent un indicateur majeur de la bonne gouvernance. C'est pour ça que régulièrement, nous communiquons sur les chiffres du système de passation des marchés de manière à pouvoir respecter les critères de bonne gouvernance que l'État s'est imposé. Des travaux publics, ancien ministre du Commerce, je suis le directeur général adjoint de l'Agence de gestion des routes de la Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur de vous faire cette présentation et aujourd'hui je suis très bien encadré parce que j'ai la présence de mon ancien directeur général, M. Boaké Fofana, qui est aujourd'hui directeur général de la SICOGI, qui a été à l'origine de la création de la Géroute et qui a dirigé cette entreprise pendant 17 ans. Je suis aussi encadré par M. Berté Ibrahima, qui est un ancien de l'École nationale supérieure des travaux publics de Côte d'Ivoire et donc qui est totalement qualifié pour répondre à toutes les questions sur les routes, de même que Claude Sérigne-Leba, qui est mon cadet aussi de l'école. Avec l'autorisation des deux ambassadeurs, je voudrais faire une petite précision en ma qualité d'ancien ministre. Le nom de notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Costa d'Avorio, ce n'est pas Costa de Marfil en espagnol, ce n'est pas Elfenbeinküste en allemand, ce n'est pas Ivory Coast, c'est Côte d'Ivoire. Et notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, a beaucoup insisté dessus en Europe ici. Nous souhaiterions que notre pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Alors, ma présentation, je vais passer sur la présentation de la Côte d'Ivoire parce qu'elle a été bien faite par son Excellence et par notre ministre. Je parlerai donc du cadre institutionnel du secteur routier en Côte d'Ivoire, une présentation sommaire de la Géroute, quelques résultats que nous avons atteints de 2012 à 2016 dans le cadre du Plan national de développement, les enjeux sociaux et économiques du secteur routier ivoirien, nos besoins en financement pour le développement et l'entretien du secteur routier, la stratégie qui va avec ces besoins,
les opportunités d'affaires, les projets à venir, la levée des fonds et nos attentes. Comment ça marche? Voilà. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire, on passe. Voilà. Le cadre institutionnel du secteur routier ivoirien, le maître d'ouvrage, c'est donc l'État à travers le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. C'est un ministère qui a été pendant longtemps appelé ministère des infrastructures économiques, qui est maintenant donc le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Le financement de l'entretien routier est assuré par le fonds d'entretien routier. La gestion du réseau routier est assurée par la Géroute, donc la société d'État. Et les travaux sont réalisés donc par le secteur routier, aussi bien les études, l'allocation de matériel et la réalisation des travaux. La Géroute, c'est donc l'agence de gestion des routes. C'est une société d'État qui a été créée par le décret 2001-592 du septembre 2001, 19 septembre. Elle est devenue opérationnelle depuis février 2003. Nous avons un effectif de 134 personnes. C'est une société purement d'ingénierie. Nos missions, c'est la préparation et l'exécution des programmes, des tâches de programmation. C'est donc la passation des marchés, la surveillance, la supervision des travaux, la surveillance du réseau national et la constitution et le suivi de la banque de données routières. Nous faisons aussi du renforcement des capacités. Quelques résultats atteints de 2012 à 2016. Nous avons construit beaucoup de ponts. On vous a parlé, la BAD vous a parlé du pont Henri Konan-Bédié, communément appelé le troisième pont de la Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. Le pont de Boisflé, le pont de Jacquesville, c'est un pont qui était attendu par les populations depuis 60 ans. Un pont à Béoumi, le pont de Bassawa et bien d'autres. En termes d'autoroute, nous avons renforcé le tronçon Abidjan-Sengrobo, long de 140 km. Nous avons construit de Sengrobo à Yamoussoukro pour pouvoir maintenant relier les deux capitales, c'est-à-dire Abidjan, la capitale économique, et Yamoussoukro, la capitale politique. Et nous avons construit une autoroute de 28 km pour relier Abidjan à la ville balnéaire de Bassam. Et en termes d'autres routes, nous avons Bondiali-Tengrela à la frontière du Mali, 135 km. Le fleuve Komoé à Bengolo à Nibileko pour 87,5 km. Et bien d'autres projets, environ 15 000 km aussi de routes rurales ont été entretenues pendant cette période. Alors voilà les images de quelques ponts dont on a parlé tout à l'heure. Passons. Quels sont les enjeux sociaux et économiques? Il faut dire que les routes de Côte d'Ivoire, c'est principalement le plus grand moyen de transport. 90% du transport des populations et des marchandises, qui relie donc les zones agricoles, qui lutte contre la pauvreté et améliore donc l'environnement des populations. Ça contribue à l'émergence des régions agricoles et ça facilite aussi l'intégration au niveau... Son Excellence, le professeur Saracino, ambassadeur donc de Côte d'Ivoire en Italie, bien sûr remercier l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Grâce à ces personnes-là, nous avons pu nous retrouver ici. Également remercier le groupe entier pour l'opportunité qui nous est donnée. Ceci étant dit, je vais faire une économie, en tout cas de la présentation de l'ONEP, parce que mon jeune frère l'a dit, hein, tout ce qui se passe dans les routes,
c'est la même chose dans l'eau, c'est le même cadre institutionnel. Et je pense que les personnes qui sont dans cette salle-là sont plutôt intéressées par les affaires qu'elles auront à faire. Elles sont peut-être moins enclines à savoir comment ça fonctionne. De toutes les façons, bon, le CPC l'a dit largement. Donc je vais, avec votre permission, aller directement sur les opportunités d'affaires. Juste, il faudrait peut-être retenir que l'Office national de l'eau potable est la structure qui est en charge de donner l'eau potable aux populations ivoiriennes, en qualité et en quantité aussi, surtout en qualité. Bon, je regarde un peu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, hein, professeur de médecine. Bon, lors de notre trajet entre l'aéroport et la résidence, on a parlé de microbiologie, donc la qualité est extrêmement importante. Ceci étant dit, il faut noter que le secteur de l'eau potable est l'un des secteurs qui, le premier, s'est mis en exergue avec le partenariat public-privé. Parce que depuis 1958, en effet, il y a une performance qui a été constatée, un partenariat public-privé entre la société de distribution d'eau et l'État de Côte d'Ivoire. Et cela s'est soldé par un autofinancement qui a permis d'avoir des résultats assez intéressants. Mais il faut dire que ce partenariat public-privé, il est fait dans le secteur urbain. Il est fait dans le secteur urbain, c'est-à-dire que l'Office national de l'eau potable investit dans deux secteurs, le secteur urbain et le secteur rural. Alors, mais le partenariat public-privé qui aujourd'hui est en fonctionnement depuis 1958, c'est restreint au secteur urbain. Alors, ces avancées en milieu urbain ont été mises en mal par les crises successives qu'ont connues la Côte d'Ivoire, parce que, bon, on nous a dit que pour pouvoir rebondir, il faut savoir ce qui s'est passé. On a eu donc un retard dans les investissements, donc cela s'est soldé par un manque criard des infrastructures, que ce soit dans le secteur routier ou bien dans le secteur hydraulique. On ne pouvait plus rien entretenir parce que bon, nous étions en situation de crise. Donc ça a impacté de manière négative l'accès à l'eau potable. Alors, prochaine diapo s'il vous plaît. Donc c'est devenu problématique. Si c'est difficile en ville, ça l'est davantage dans les campagnes. Donc pour résorber donc, les déficits de production constatés depuis 2000, parce qu'en réalité les crises ont commencé en Côte d'Ivoire à partir de 2000. Bon, je vous passe les détails. Donc, il fallait donc relever le niveau de performance technique et financière du secteur de l'eau potable. En quoi faisant? Il fallait également accroître l'accès des populations aux services d'eau potable et de maintenir la continuité de services d'eau potable. Il fallait aussi garantir surtout l'accès de l'eau potable, l'accès à l'eau potable aux populations. Bon, ça c'est un des objectifs du développement durable. Alors, dans le milieu rural, la situation était pire parce que nous nous sommes retrouvés dans des systèmes où il n'y avait pas d'eau. Donc il fallait repenser une autre manière, c'est-à-dire il fallait réaliser des systèmes d'hydraulique pour des localités de 1000 habitants. Il fallait équiper des points d'eau sur toutes les localités de plus de 100 habitants. Il fallait également assurer la maintenance régulière des pompes à motricité humaine. Faut-il le rappeler, il y a eu 21 000 pompes qui ont été installées en Côte d'Ivoire, donc du fait de cette crise-là, toutes ces pompes-là étaient tombées en panne et il fallait donc les remettre en exergue. Bon, nous avons fait un point concernant les opportunités. Donc, pour assurer de manière durable l'approvisionnement en eau potable des populations, les besoins en investissement ont été estimés à plus de 920 milliards de francs CFA en 2015. Mais en réalité, ces chiffres-là sont toujours valables. Ces chiffres sont toujours valables parce que nous avions besoin de ces montants en 2015. On ne les a toujours pas eus. Donc, c'est dire qu'en réalité, nous sommes dans des proportions de ces recherches-là. Alors, sur la base... Alors, la SICOGI, c'est la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. C'est une société dite d'économie mixte parce qu'elle regroupe l'État à hauteur de 80% et des privés à hauteur de 20%. Et sa vocation première, c'était la construction et la gestion de logements, en milieu urbain comme en milieu rural. Jusqu'en 1980, la SICOGI a produit beaucoup de logements économiques à usage locatif, grâce à une politique gouvernementale adaptée en matière foncière
et à la disponibilité de financement d'investisseurs institutionnels. Mais à partir de 1980, l'État s'est désengagé de ce secteur, si bien que la production de logements économiques en accession directe a commencé. Puisqu'avant, la CICOG construisait essentiellement des logements qui étaient en location simple pour les classes moyennes, les classes à revenus faibles, parce que l'État était engagé à apporter des financements. Depuis que l'État s'est désengagé, elle a commencé à offrir des logements, mais en vente directe, qui pose également problème. Donc, depuis son existence, la CICOG a construit plus de 50 000 logements en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 23 millions d'habitants et c'est un taux de croissance démographique de 3,3% par an. Et il y a naturellement une forte demande de logement, surtout dans le segment du logement économique et du logement social. Donc, c'est aussi un taux d'urbanisation assez élevé. Alors, l'offre en matière de logement des 2 dernières décennies est restée largement en deçà de la demande. On a un déficit global estimé aujourd'hui à 500 000 logements, avec une demande annuelle additionnelle estimée à 40 000 logements, dont 20 000 à Abidjan, donc la moitié, et le reste à l'intérieur du pays. Donc, ça reste un secteur où il y a des opportunités d'investissement et de financement. Alors, les besoins à Abidjan en logement constituent 50% de l'ensemble de la demande globale en Côte d'Ivoire. Abidjan, qui est la capitale économique. De 2012 à 2015, le besoin en logements sociaux et économiques à Abidjan représentait 81% de l'ensemble de la demande, contre 13% pour les logements de moyen standing et seulement 6% pour les logements de haut standing. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de l'État pour combler le déficit en logement de standing, puisque le privé, il y a... Oui. Par contre, en ce qui est logement social, logement économique, surtout le logement social, on attend tout de l'État, puisque ce n'est pas le secteur qui est très prisé par le privé. Je vais vous montrer une quarantaine d'images. Vous pouvez rester toute la journée puisque le temps est mauvais, pourquoi pas? Non, je plaisante. Un certain nombre de thèmes que je vais aborder ont déjà été traités par les autres. Je voudrais tout simplement vous donner un tableau d'ensemble. Je suis Massimo Zaurini, responsable et directeur responsable de Africa e Affari. Africa e Affari est un instrument conçu pour donner des informations sur le continent africain, car nous sommes persuadés que pour bien travailler, il faut être bien informé. Je dirais donc très rapidement quelques données sur l'énergie. La Côte d'Ivoire est un des pays de l'Afrique occidentale le plus intéressant, un pays sur lequel est bon de miser d'ici au futur prochain. Un peu tous les pays, lorsque vous vous rendez à ce genre de présentation, vous disent être un hub, mais la Côte d'Ivoire est véritablement un hub pour sa région. Elle l'est depuis des décennies. Elle bénéficie de tout un nombre de structures qui lui permettent de s'afficher de ce titre. La croissance importante que le pays a connue au cours de ces dernières années nécessite de l'énergie. Par rapport à beaucoup d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire part en quelque sorte avantagé, mais il y a un mix qui nécessite d'être enrichi. Je le dis parce que pour les entreprises de votre secteur, il y a d'un côté les énergies renouvelables pour les zones rurales et d'autre part, il y a la relance des sources hydroélectriques. Et pour l'hydroélectrique, le nouveau plan national de développement, les nouvelles planifications ont beaucoup d'espoir et misent beaucoup. Et donc, l'Italie a des expertises importantes à engager dans ce domaine. Pour les investissements, vous voyez qu'en grand, on a mis privé. Privé, pourquoi? Parce que, surtout, dans le cas des entreprises italiennes qui regardent à l'Afrique en pensant qu'il s'agit d'un marché de frontières, eh bien non, ils se trompent, car ce sont des marchés déjà fréquentés par beaucoup d'acteurs du monde entier.
où les ouvrages sont déjà bien avancés. Les Chinois, oui, mais il n'y a pas que cette légende chinoise. On peut en parler plus tard. Je vais essayer d'être synthétique. Est-ce qu'ils sont là-bas ou non? Oui, les Chinois sont très nombreux, bien sûr. Ils sont un peu partout. Ici à Rome, on en a beaucoup. Mais la Côte d'Ivoire, je disais que la Côte d'Ivoire, plus que d'autres économies, est prête aux investissements privés, PPP, etc. Donc, ne pensez pas aller sur place et travailler sur une commission étatique simple. Il vaut mieux travailler dans votre secteur avec une structure financière basée sur un projet aux côtés d'un partenaire local, sérieux bien sûr. Donc, le travail à faire est de bien choisir le partenaire local, l'ambassade, l'ICE, les institutions ivoiriennes. Et puis, donc, essayez donc de vous mettre dans cette attitude. On a déjà donné des chiffres. Voici le plan pour les 5 prochaines années, 5,7 milliards. Beaucoup de gouvernements, mais beaucoup plus de privés. Les indicateurs économiques, eh bien, ici, vous avez un pourcentage du plan national de développement sur quoi il va porter les réseaux électriques, transports, infrastructures hydriques, réseaux routiers. Depuis 2016 et 2017, on a doublé le nombre de marchés sur appel direct. Donc, pas d'appel d'offres, mais un appel direct de gré à gré. Je vais rapidement là. Un bon pourcentage du plan national de développement s'occupe des structures de transport, transport énergétique ou transport à hauteur de 70%. Pour le réseau routier, on en a déjà parlé. On a écouté l'exposé de AGEROUTE. Considérez-le comme un tableau d'ensemble. Un autre secteur important à côté des routes est le secteur portuaire. On a annoncé les 3 premiers. La Côte d'Ivoire a un atout important dans ses ports, représenté par ses ports, qui représentent aussi des ports pour les pays de l'intérieur du continent, le Burkina Faso ou d'autres qui n'ont pas d'accès à la mer. Et puis il y a une autre dynamique. Nous ne pensons qu'à l'import-export vers l'Europe, vers les marchés internationaux. Mais la tendance d'ici 20-30 ans sera une tendance d'un commerce interne africain. Donc, on a besoin des infrastructures pour ce commerce interne. Les infrastructures visant à l'exportation ont déjà été prévues par les colonialistes, tandis que les infrastructures pour les échanges internes au continent africain restent à faire. Donc, il y a beaucoup de travail. Puis, il y a les chemins de fer. Bolloré est un acteur important qui gère cette grande artère ferroviaire qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, mais c'est un secteur, le secteur des chemins de fer, qui est en très grand essor dans le continent tout entier, dans les pays qui sont déjà des hubs pour la région environnante. Il va y avoir un essor encore plus rapide. Puis bien sûr, il y a les aéroports. Voici quelques-uns des plans d'élargissement pour des aéroports. Et puis, à la Coupe de l'Afrique, la Coupe des Nations africaines. Et la Coupe des Nations africaines est un catalyseur d'expansion dans le secteur du bâtiment. Donc, voici, la Côte d'Ivoire va donc accueillir la Coupe des Nations africaines. On vient tout juste d'écouter l'exposé de M. Fofana sur l'habitat et les pays qui se portent bien du point de vue économique en Afrique dans le secteur du bâtiment connaissent déjà une saturation dans la couche la plus élevée du marché. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Donc, il y a encore des possibilités, même s'il y a plus, bien sûr, de besoins de logements sociaux que de logements plus luxueux.
puis à les zones industrielles. Il y a bien sûr des grandes possibilités, un grand potentiel pour le bâtiment dans le développement de ces zones rurales. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci Vincenzo. C'est très difficile de vous parler à la fin de cette journée car vous êtes quelque peu fatigué, vous avez déjà absorbé beaucoup d'informations très intéressantes données par tous les orateurs qui m'ont précédé. Je voulais de ma part renouveler la bienvenue et donner moi aussi la bienvenue et me congratuler, féliciter avec le ministre qui a voulu nous partager avec nous cette matinée, même s'il est déjà parti. Monsieur Issis, je salue la délégation ici présente, Madame l'ambassadeur ici de la Côte d'Ivoire en Italie, l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Nous avons collaboré, travaillé étroitement avec les deux ambassades pour organiser cette journée qui n'est qu'un point de départ, bien sûr. En général, des journées comme celle-ci servent à fournir un certain nombre d'outils. On donne aux entreprises la possibilité du potentiel de ce qu'un pays donné peut offrir. Nous avons essayé de faire un gros plan sur quelques-unes de ces possibilités, mais bien sûr, beaucoup reste à faire. Ce n'est qu'un point de départ. On va ouvrir un guichet ICE auprès de l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas une antenne locale, mais nous espérons pouvoir avoir sous peu un point de contact, un point pouvant fournir assistance aux entreprises déjà présentes et à toutes celles qui souhaitent obtenir davantage d'informations sur la Côte d'Ivoire pour se rendre sur place. Nos bureaux sont un peu partout. L'ICE est bien connu à l'étranger et en Italie. Moi, je viens tout juste de rentrer en Italie. J'ai dirigé jusqu'il y a 15 jours le bureau de Tunis. Je me suis donc occupé d'un autre pays du continent africain, la Tunisie, un pays très intéressant aussi. Et depuis peu seulement, je suis devenue la responsable du secteur infrastructure ici auprès de l'ICE dans son siège de Rome. Le mois de mai dernier, nous avons organisé avec ANCE, OIC, AINE et Ferrovie dello Stato une mission en Tunisie. Voici une de nos activités. Organiser donc des missions avec des entrepreneurs qui se rendent sur place. Et récemment, nous voulons organiser également des missions de filière. Nous amenons tout le système italien, tous ceux qui s'occupent de projets, de bâtiments, l'ANIE, qui regroupe, qui rassemble tous les secteurs les entreprises du secteur électrique et technique. Je ne veux pas soustraire votre temps à votre attention. Je voulais tout simplement vous rappeler que nous sommes bien sûr disponibles en tant qu'un des acteurs du système Italie. SACE, Siemens et d'autres sont à nos côtés. SACE fournit un soutien tout à fait crucial, fondamental pour les entreprises qui veulent approcher l'Afrique et ces pays. Et le sont davantage pour ceux qui ont déjà l'expérience de travail dans des marchés étrangers, surtout dans des pays dans lesquels on nécessite d'être en quelque sorte accompagné. Nous sommes donc disponibles. Je laisserai bien sûr mes coordonnées à tous ceux qui souhaitent nous prendre contact avec nous.
l'ambassade va fournir toute l'assistance nécessaire. Je vous remercie et j'espère que cette journée puisse être porteuse de développement futur. Nous avons jeté des bons jalons, de bonnes bases. Nous avons entendu des programmes fort intéressants par tous les représentants de la Côte d'Ivoire. Je dis bien Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, mais c'est un peu, bon, on traduit le nom, mais je pense que vous aussi, vous parlez de l'Italie, vous ne parlez pas de l'Italie, non, je pense. Donc, c'est un... Donc, on fait le même faute. Bon, io mi fermo qui, ringrazio tutti. Je m'arrête là, donc je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne conclusion. Très important parce que nous rentrons dans la phase opérationnelle. La Côte d'Ivoire a des objectifs, elle a des projets et les Italiens ont des groupes d'acteurs qui travaillent à l'international et qui ont des réponses à apporter. Donc cette rencontre a permis d'échanger de part et d'autre, de mettre en face acteurs et opérationnels. Et c'est une première rencontre qui va probablement se poursuivre sur le choix de projets précis et la réalisation de ces projets-là en Côte d'Ivoire. On a insisté sur certains points. La Côte d'Ivoire rentre dans une phase agro-industrielle où elle veut mettre de la valeur ajoutée sur sa production agricole. Elle a besoin pour ça d'infrastructures industrielles. ANCHE est un groupe où les industriels qui sont là-dedans construisent toutes sortes d'infrastructures, que ce soit les routes, que ce soit les zones industrielles, que ce soit les équipements en eau. Donc tous les directeurs qui sont venus d'Abidjan ont eu un cadre pour échanger sur ces aspects-là. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est un pays très important pour l'Italie, mais c'est surtout un pays très important pour la sous-région de l'Afrique occidentale. C'est ce qu'on appelle la NAB de l'Afrique occidentale. Alors pour nous, le développement de la Côte d'Ivoire, ça veut dire aussi aider le développement de toute la sous-région. C'est pourquoi j'ai décidé de donner aux entreprises italiennes que je tiens beaucoup à attirer en Côte d'Ivoire parce que la présence italienne c'était importante avant la crise, mais avec la crise ils sont partis, mais maintenant c'est le temps de revenir. Et je tenais beaucoup à donner aux entreprises italiennes un panorama complet des opportunités en Côte d'Ivoire en invitant bien sûr le ministre Emmanuel Essis, qui est à la fois un ministre qui s'occupe de la promotion de l'investissement, il est aussi le DG du CPC, mais aussi tous les maîtres d'ouvrage en ce qui concerne les travaux publics à Abidjan. Ça veut dire AGEROUTE, le Bennett, le SICOGI, le CMP, PPP, etc. Mais aussi ce qu'on considère le secteur financier. Parce que pour faire un travaux public, il faut l'État qui fait la commission, il faut une entreprise qui la réalise, mais il faut aussi une banque qui donne le financement. C'est pourquoi j'ai invité la BCC, on avait ici le directeur général, et aussi la BNL, parce qu'ils sont la famille de BNP Paribas, et ils travaillent ensemble, ils peuvent donner un service complet aux entreprises italiennes à partir de l'Italie. De ma présentation, c'est que j'ai parlé donc du secteur routier, j'ai parlé des projets que la Côte d'Ivoire va réaliser dans le domaine routier d'ici 2020 et beaucoup plus loin encore d'ici 2025. Il faut retenir que la Côte d'Ivoire envisage d'être un pays émergent à l'horizon 2020 et pour cela, le support de l'émergence, ce sont les infrastructures. La Côte d'Ivoire va construire de grands ponts, la Côte d'Ivoire va construire beaucoup de routes et pour cela, tous les investisseurs de tous les pays sont nécessaires pour accompagner le pays dans le développement, surtout dans le développement des infrastructures routières. Je fais partie du groupe BNP Paribas, le groupe bancaire. Je travaille pour le BNL, qui est la banque italienne du groupe BNP Paribas. Et le groupe BNP Paribas qui est présent un peu partout dans le monde, surtout en Afrique aussi subsaharienne, avec la BCCI, donc c'est la banque de la Côte d'Ivoire. Donc il y a aussi mon collègue dans la même séance, mes collègues de la banque du groupe. Donc je suis ici pour témoigner notre appui à leur travail et surtout pour témoigner notre appui aux entrepreneurs italiens qui souhaitent s'installer ou investir en tout cas à la Côte d'Ivoire
parmi les programmes d'investissement que la délégation de Côte d'Ivoire est en train d'illustrer. Il existe en Côte d'Ivoire un cadre dans lequel se met en œuvre les PPP. Et ce cadre, il tient compte des meilleures pratiques au niveau mondial. Ça, c'est un. De deux, la mise en œuvre des PPP est suffisamment encadrée pour assurer les intérêts de chacune des parties, l'État de Côte d'Ivoire, ainsi que l'investisseur qui est intéressé par le financement d'un PPP en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on dispose d'un portefeuille de projets que nous souhaitons mettre en œuvre et qui pourraient intéresser chacun des membres de l'ANC qui nous reçoit aujourd'hui. Nous avons été invités pour cette journée Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. En tant que première banque d'institution financière de l'Afrique, la Banque africaine de développement accompagne tous les pays africains et notamment la Côte d'Ivoire. Donc cette initiative de faire une journée avec les hommes d'affaires en Italie, je pense que la BAD accompagne vraiment cette initiative. Ça nous a permis d'expliquer aux entrepreneurs italiens ce que c'est que la BAD et les domaines d'intervention, notre stratégie et comment donner toute l'information à ces hommes d'affaires que nous espérons viendront en Afrique pour faire des affaires. Donc la BAD est là pour faciliter vraiment le business pour les entreprises italiennes et aussi de l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Et je pense que la BAD couvre tous les domaines d'activité en matière de conseil, en matière d'appui de réforme et surtout projet d'investissement dans tous les secteurs. Nous avons un portefeuille important en Côte d'Ivoire qui dépasse actuellement 1,4 milliard d'euros. Et nous pensons que les entreprises italiennes vont profiter aussi de cette manne vraiment d'entreprises pour venir faire des business et de bonnes affaires en Afrique. Alors nous avons été invités par l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire pour participer à ce forum. Et en tant que filiale de BNP Paribas, la BCC et la BNL, qui est une banque italienne, ont trouvé qu'il était pertinent d'être présentes. En fait, nous avons une possibilité d'accompagnement des entreprises italiennes pour tout ce qui pourrait être des projets d'investissement ou d'accompagnement en Côte d'Ivoire. Nous avons une possibilité d'intervention commune entre la BNL ici en Italie et la BCC en Côte d'Ivoire. Je suis venu à cette rencontre pour présenter un peu les opportunités d'investissement que nous avons en Côte d'Ivoire dans le secteur de l'eau potable aux entreprises italiennes. L'Italie est un pays qui a déjà tout construit